Le roman de Tristan et Iseut par Joseph Bédier. Premier chant. Les enfances de Tristan. Seigneur, vous plaît-il d'entendre un beau conte d'amour et de mort, celui de Tristan et d'Iseut la reine? Écoutez comment, à grand joie, à grand deuil, ils s'aimèrent puis en moururent un même jour, lui par elle, elle par lui. Aux temps anciens, le roi Marc régnait en Cornouailles. Ayant appris que ses ennemis le guerroyaient, Rivalan, roi de Lounois, franchit la mer pour lui porter son aide. Il le servit par l'épée et par le conseil, comme eût fait un vassal, si fidèlement que Marc lui donna en récompense la belle Blanchefleur, sa sœur, que le roi Rivalan aimait d'un merveilleux amour. Il la prit à femme au moutier de Tintagel. Mais à peine l'eut-il épousée,
la nouvelle lui vint que son ancien ennemi, le duc Morgan, s'était abattu sur le Lounois, ruinait ses bourgs, ses camps et ses villes. Rivalan équipa ses nefs hâtivement et emporta Blanchefleur, qui se trouvait grosse, vers sa terre lointaine. Il atterrit devant son château de Canoël, confia la reine à la sauvegarde de son maréchal Rohalt. Rohalt que tous, pour sa loyauté, appelaient d'un beau nom, Rohalt le foitenant. Puis, ayant rassemblé ses barons, Rivalan partit pour soutenir sa guerre. Blanchefleur l'attendit longtemps. Hélas, il ne devait pas revenir. Un jour, elle apprit que le duc Morgan l'avait tué en trahison. Elle ne le pleura point, ni cris, ni lamentations, mais ses membres devinrent faibles et vains. Son âme voulut, d'un fort désir, s'arracher de son corps. Rohalt s'efforçait de la consoler. Reine, disait-il, on ne peut rien gagner à mettre deuil sur deuil. Tous ceux qui naissent ne doivent-ils pas mourir? Que Dieu reçoive les morts et préserve les vivants. Mais elle ne voulut pas l'écouter. 3 jours, elle attendit de rejoindre son cher Seigneur. Au 4e jour, elle mit au monde un fils et, l'ayant pris entre ses bras, lui dit Fils, j'ai longtemps désiré de te voir, et je vois la plus belle créature que femme ait jamais portée. Triste j'accouche, triste est la première fête que je te donne. À cause de toi, j'ai tristesse à mourir. Et comme ainsi tu es venu sur terre par tristesse, tu auras nom Tristan. Quand elle eut dit ces mots, elle le baisa, et, sitôt qu'elle l'eut baisé, elle mourut. Rohalt, le foitenant, recueillit l'orphelin. Déjà, les hommes du duc Morgan enveloppaient le château de Canoël. Comment Rohalt aurait-il pu soutenir longtemps la guerre? On dit justement Démesure n'est pas prouesse. Il dut se rendre à la merci du duc Morgan. Mais, de crainte que Morgan n'égorgeât le fils de Rivalan, le maréchal le fit passer pour son propre enfant et l'éleva parmi ses fils. Après 7 ans accomplis, lorsque le temps fut venu de le reprendre aux femmes, Rohalt confia Tristan à un sage maître, le bon écuyer Gorvenal. Gorvenal lui enseigna en peu d'années les arts qui conviennent au baron. Il lui apprit à manier la lance, l'épée, l'écu et l'arc, à lancer des disques de pierre, à franchir d'un bond les plus larges fossés. Il lui apprit à détester tout mensonge et toute félonie, à secourir les faibles, à tenir la foi donnée. Il lui apprit diverses manières de chant, le jeu de la harpe et l'art du veneur. Et quand l'enfant chevauchait parmi les jeunes écuyers, on eût dit que son cheval, ses armes et lui ne formaient qu'un seul corps et n'eussent jamais été séparés. À le voir si noble et si fier, large des épaules, grêle des flancs, fort, fidèle et preux, tous louaient Rohalt parce qu'il avait un tel fils. Mais Rohalt, songeant à Rivalan et à Blanchefleur de qui revivaient la jeunesse et la grâce, chérissait Tristan comme son fils, et secrètement le révérait comme son seigneur. Or, il advint que toute sa joie lui fut ravie au jour où des marchands de Norvège, ayant attiré Tristan sur leur nef, l'emportèrent comme une belle proie. Tandis qu'il cinglait vers des terres inconnues, Tristan se débattait ainsi qu'un jeune loup pris au piège. Mais ces vérités prouvées, et tous les mariniers le savent, la mer porte à regret les nefs félonnes, et n'aide pas au rapt ni aux traîtrises. La mer se souleva furieuse, enveloppa la nef de ténèbres, et la chassa 8 jours et 8 nuits à l'aventure. Enfin, les mariniers aperçurent à travers la brume une côte hérissée de falaises et de récifs où elle voulait briser leur carène. Ils se repentirent, connaissant que le courroux de la mer venait de cet enfant ravi à la malheur. Ils firent vœu de le délivrer et parèrent une barque pour le déposer au rivage. Aussitôt tombèrent les vents et les vagues. Le ciel brilla et, tandis que la nef de Norvège disparaissait au loin, les flots calmés et riants portèrent la barque de Tristan sur le sable d'une grève. À grand renfort, il monta sur la falaise et vit qu'au-delà d'une lande vallonnée et déserte, une forêt s'étendait sans fin. Il se lamentait, regrettant Gorvenal, Rohalt son père, et la terre de Lounois,
quand le bruit lointain d'une chasse à corps et à cri réjouit son cœur. Au bord de la forêt, un beau cerf déboucha. La meute et les veneurs dévalaient sur sa trace à grand bruit de voix et de trompes. Mais, comme les limiers se suspendaient déjà par grappes au cuir de son garrot, la bête, à quelques pas de Tristan, fléchit sur les jarrets et rendit les abois. Un veneur la servit bien de l'épieu. Tandis que, rangés en cercle, les chasseurs cornaient de prise, Tristan, étonné, vit le maître veneur entailler largement, comme pour la trancher, la gorge du cerf. Il s'écria. Que faites-vous, seigneur? Sied-il de découper si noble bête comme un porc égorgé? Est-ce donc la coutume de ce pays? Beau-frère, répondit le veneur, que fais-je là qui puisse te surprendre? Oui, je détache d'abord la tête de ce cerf, puis je trancherai son corps en 4 parties que nous porterons, pendus aux arçons de nos selles au roi Marc, notre seigneur. Ainsi faisons-nous. Ainsi, dès le temps des plus anciens veneurs, ont toujours fait les hommes de Cornouailles. Si pourtant tu connais quelque coutume plus louable, montre-nous-la. Prends ce couteau, beau-frère. Nous l'apprendrons volontiers. Tristan se mit à genoux et dépouilla le cerf avant de le défaire. Puis il dépeça la tête en laissant, comme il convient, l'os corbin tout franc. Puis il leva les menus droits, le mufle, la langue, les dentiers et la veine du cœur. Et veneur et valet de limier, penchés sur lui, le regardaient charmés. Ami, dit le maître veneur, ces coutumes sont belles par ma foi. En quelle terre les as-tu apprises? Dis-nous donc ton pays et ton nom. Beau seigneur, on m'appelle Tristan, et j'ai appris ces coutumes en mon pays de Lounois. Tristan, hein? Dit le veneur. Que Dieu récompense le père qui t'éleva si noblement. Sans doute, il est un baron riche et puissant. Mais Tristan, qui savait bien parler et bien se taire, répondit par ruse. Non, seigneur, mon père est un marchand. J'ai quitté secrètement sa maison sur une nef qui partait pour trafiquer au loin, car je voulais apprendre comment se comportent les hommes en terre étrangère. Mais si vous m'acceptez parmi vos veneurs, je vous suivrai volontiers, et vous ferez connaître, beau seigneur, d'autres déduits de vénerie. Beau Tristan, je m'étonne qu'il soit une terre où les fils des marchands savent ce qu'ignorent ailleurs les fils des chevaliers. Mais viens avec nous, puisque tu le désires, et sois le bienvenu. Nous te conduirons auprès du roi Marc, notre seigneur. Tristan achevait de défaire le cerf. Il donna au chien le cœur, le massacre et les entrailles, et enseigna aux chasseurs comment se doivent faire la curée et la forue. Puis, il planta sur des fourches les morceaux bien divisés et les confia aux différents veneurs. À l'un la tête, à l'autre le cimier et les grands filets, à ceux-ci les épaules, à ceux-là les cuisseaux, à cet autre le gros des nombles. Il leur apprit comment ils devaient se ranger 2 par 2 pour chevaucher en belle ordonnance, selon la noblesse des pièces de venaison dressées sur les fourches. Alors, ils se mirent à la voie en devisant tant qu'ils découvrirent enfin un riche château. Des prairies l'environnaient, des vergers, des eaux vives, des pêcheries et des terres de labour. Des nefs nombreuses entraient au port. Le château se dressait sur la mer, fort et beau, bien muni contre tout assaut et tout engin de guerre. Et sa maîtresse tour, jadis élevée par les géants, était bâtie de blocs de pierre grands et bien taillés, disposés comme un échiquier de sinople et d'azur. Tristan demanda le nom de ce château. Beauvalet. On le nomme Tintagel. Tintagel? S'écria Tristan. Oh, béni sois-tu de Dieu, et béni soient tes hôtes. Seigneur, c'est là que jadis, à grand joie, son père Rivalan avait épousé Blanchefleur. Mais hélas, cela, Tristan l'ignorait. Quand ils parvinrent au pied du donjon, les fanfares des veneurs attirèrent aux portes les barons et le roi Marc lui-même. Après que le maître veneur lui eut conté l'aventure, Marc admira le bel arroi de cette chevauchée, le cerf bien dépecé et le grand sens des coutumes de vénerie. Mais surtout, il admirait le bel enfant étranger et ses yeux ne pouvaient se détacher de lui. D'où lui venait cette première tendresse?
Le roi interrogeait son cœur et ne pouvait le comprendre. Seigneur, c'était là son sang qui s'émouvait et parlait en lui, et l'amour qu'il avait jadis porté à sa sœur Blanchefleur. Le soir, quand les tables furent levées, un jongleur gallois, maître en son art, s'avança parmi les barons assemblés et chanta des lais de harpe. Tristan était assis au pied du roi, et, comme le harpeur préludait à une nouvelle mélodie, Tristan lui parla ainsi. Maître, ce lait est beau entre tous. Jadis, les anciens Bretons l'ont fait pour célébrer les amours de Graelent. L'air en est doux, et douces les paroles. Maître, ta voix est habile et harpe le bien. Le Gallois chanta puis répondit. Enfant, que sais-tu donc de l'art des instruments? Si les marchands de la terre de Lounois enseignent aussi à leurs fils le jeu des harpes, des rotes et des vielles, lève-toi, prends cette harpe et montre-nous ton adresse. Tristan prit la harpe et chanta si bellement que les barons s'attendrissaient à l'entendre. Et Marc admirait le harpeur venu de ce pays de Lounois où jadis Rivalan avait emporté Blanchefleur. Quand le lait fut achevé, le roi se tut longtemps. Fils, dit-il enfin, béni soit le maître qui t'enseigna, et béni sois-tu de Dieu. Dieu aime les bons chanteurs. Leur voix et la voix de leur harpe pénètrent le cœur des hommes, réveillent leurs souvenirs chers et leur font oublier maint deuil et maint méfait. Tu es venu pour notre joie en cette demeure. Reste longtemps près de moi, ami. Volontiers je vous servirai, sire, répondit Tristan, comme votre harpeur, votre veneur, votre chevalier et votre homme lige. Il fit ainsi, et, durant 3 années, une mutuelle tendresse grandit dans leur cœur. Le jour, Tristan suivait Marc au plais ou en chasse, et, la nuit, comme il couchait dans la chambre royale parmi les privés et les fidèles, si le roi était triste, il harpait pour apaiser son déconfort. Les barons le chérissaient, et, sur tous les autres, comme l'histoire vous l'apprendra, le sénéchal Dinah de Lidan. Mais plus tendrement que les barons et que Dinah de Lidan, le roi l'aimait. Malgré leur tendresse, Tristan ne se consolait pas d'avoir perdu Roald, son père, et son maître Gorvenal et la terre de Lounois. Seigneur, il sied au conteur qui veut plaire d'éviter les trop longs récits. La matière de ce conte est si belle et si diverse que servirait de l'allonger. Je dirai donc brièvement comment, après avoir longtemps erré par les mers et les pays, Roald le foitenant aborda en Cornouailles, retrouva Tristan et, montrant au roi l'escarboucle jadis donné par lui à Blanchefleur comme un cher présent nuptial, lui dit Roi Marc, celui-ci est Tristan de Lounois, votre neveu, fils de votre sœur Blanchefleur et du roi Rivalan. Le duc Morgan tient sa terre à grand tort. Il est temps qu'elle fasse retour au droit héritier. Et je dirai brièvement comment Tristan, ayant reçu de son oncle les armes de chevalier, franchit la mer sur les nefs de Cornouailles, se fit reconnaître des anciens vassaux de son père, défia le meurtrier de Rivalan, l'oxy, et recouvra sa terre. Puis il songea que le roi Marc ne pouvait plus vivre heureusement sans lui. Et comme la noblesse de son cœur lui révélait toujours le parti le plus sage, il manda ses comtes et ses barons et leur parla ainsi. Seigneur de Lounois, j'ai reconquis ce pays, et j'ai vengé le roi Rivalan par l'aide de Dieu et par votre aide. Ainsi, j'ai rendu à mon père son droit. Mes 2 hommes, Roald et le roi Marc de Cornouailles, ont soutenu l'orphelin et l'enfant errant, et je dois aussi les appeler pères. À cela, pareillement, ne dois-je pas rendre leur droit? Or, un haut homme a 2 choses en lui, sa terre et son corps. Donc, à Roald que voici, j'abandonnerai ma terre. Père, vous la tiendrez, et votre fils la tiendra après vous. Au roi Marc, j'abandonnerai mon corps. Je quitterai ce pays, bien qu'il me soit cher, et j'irai servir mon seigneur Marc en Cornouailles. Telle est ma pensée. Mais vous êtes mes féaux, seigneur de Lounois, et me devez le conseil. Si donc l'un de vous veut m'enseigner une autre résolution, qu'il se lève et qu'il parle. Mais tous les barons le louèrent avec des larmes. Et Tristan, emmenant avec lui le seul Gorvenal, appareilla pour la terre du roi Marc.
Second chant. Le Morholt d'Irlande. Quand Tristan y rentra, Marc et toute sa baronnie menaient grand deuil, car le roi d'Irlande avait équipé une flotte pour ravager la Cornouaille si Marc refusait encore, ainsi qu'il le faisait depuis 15 années, d'acquitter un tribut jadis payé par ses ancêtres. Or, sachez que, selon d'anciens traités d'accord, les Irlandais pouvaient lever sur la Cornouaille la première année 300 livres de cuivre, la deuxième année 300 livres d'argent fin, et la troisième année 300 livres d'or. Mais quand revenait la quatrième année, ils emportaient 300 jeunes garçons et 300 jeunes filles de l'âge de 15 ans, tirés au sort entre les familles de Cornouailles. Or, cette année, le roi avait envoyé vers Tintagel, pour porter son message, un chevalier géant, le Morholt, dont il avait épousé la sœur et que nul n'avait jamais pu vaincre en bataille. Mais le roi Marc, par lettre scellée, avait convoqué à sa cour tous les barons de sa terre pour prendre leur conseil. Au terme marqué, quand les barons furent rassemblés dans la salle voûtée du palais et que Marc se fut assis sous le dais, le Morholt parla ainsi. Roi Marc, entends pour la dernière fois le mandement du roi d'Irlande, mon seigneur. Il te se de payer enfin le tribut que tu lui dois. Pour ce que tu l'as trop longtemps refusé, il te requiert de me livrer en ce jour 300 jeunes garçons et 300 jeunes filles de l'âge de 15 ans, tirés au sort entre les familles de toute la Cornouaille. Ma nef, ancrée au port de Tintagel, les emportera pour qu'ils deviennent nos serfs. Pourtant, et je n'accepte que toi seul, roi Marc, ainsi qu'il convient, si quelques-uns de tes barons veut prouver par bataille que le roi d'Irlande lève ce tribut contre le droit, j'accepterai son gage. Lequel d'entre vous, seigneur cornouaillais, veut combattre pour la franchise de ce pays? Les barons se regardaient entre eux à la dérobée, puis baissaient la tête. Celui-ci se disait. Vois malheureux la stature du Morholt d'Irlande. Il est plus fort que 4 hommes robustes. Vois son épée. Ne sais-tu point que, par sortilège, elle a fait voler la tête des plus hardis champions depuis tant d'années que le roi d'Irlande envoie ce géant porter ses défis par les terres vassales? Chétif, veux-tu chercher la mort? À quoi bon tenter Dieu? Cet autre songeait. Vous ai-je révélé, cher fils, pour les besognes des serfs, et vous, chère fille, pour celles des filles de joie? Mais ma mort ne vous sauverait pas. Et tous se taisaient. Le Morholt dit encore. Lequel d'entre vous, seigneur cornouaillais, veut prendre mon gage? Je lui offrirai une belle bataille, car, à 3 jours d'ici, nous gagnerons sur des barques l'île Saint-Sanson, au large de Tintagel. Là, votre chevalier et moi, nous combattrons seul à seul, et la louange d'avoir tenté la bataille rejaillira sur toute sa parenté. Il se taisait toujours, et le Morholt ressemblait au guerfaux que l'on enferme dans une cage avec de petits oiseaux. Quand il y entre, tous deviennent muets. Le Morholt parla pour la troisième fois. Eh bien, beau seigneur cornouaillais, puisque ce parti vous semble le plus noble, tirez donc vos enfants au sort, et je les emporterai. Mais je ne croyais pas que ce pays ne fût habité que par des cerfs. Alors, Tristan s'agenouilla aux pieds du roi Marc et dit. Seigneur roi, s'il vous plaît de m'accorder ce don, pour vous je ferai bataille. En vain le roi Marc voulut l'en détourner. Il était jeune chevalier. De quoi lui servirait sa hardiesse? Mais Tristan donna son gage au Morholt, et le Morholt le reçut. Au jour dit, Tristan se plaça sur une courte pointe de sandales vermeilles et se fit armer pour la haute aventure. Il revêtit le haubert et le aume d'acier bruni. Les barons pleuraient de pitié sur le preux et de honte sur eux-mêmes. Ah, Tristan, se disait-il, hardi baron, belle jeunesse, que n'ai-je, plutôt que toi, entrepris cette bataille? Ah, ma mort jetterait un moindre deuil sur cette terre. Les cloches sonnent, et tous ceux de la baronnie et ceux de la gente menue, vieillards, enfants et femmes, pleurant et priant, escortent Tristan jusqu'au rivage. Ils espéraient encore, car l'espérance au cœur des hommes vit de chétives pâtures. Tristan monta seul dans une barque
et cingla vers l'île de Saint-Sanson. Mais le Morholt avait tendu à son mât une voile de riche pourpre, et le premier il aborda dans l'île. Il attachait sa barque au rivage quand Tristan, touchant terre à son tour, repoussa du pied la sienne vers la mer. Vassal, que fais-tu? Dit le Morholt. Et pourquoi n'as-tu pas retenu comme moi ta barque par une amarre? Vassal, à quoi bon? Répondit Tristan. L'un de nous reviendra seul vivant d'ici. Une seule barque ne lui suffit-elle pas? Et tous deux, s'excitant au combat par des paroles outrageuses, s'enfoncèrent dans l'île. Nul ne vit l'âpre bataille, mais, par 3 fois, il sembla que la brise de mer portait au rivage un cri affreux. Alors, en signe de deuil, les femmes battaient leurs paumes en chœur, et les compagnons du Morholt, massés à l'écart devant leur tente, riaient. Enfin, vers l'heure de nonne, on vit, au loin, se tendre la voile de pourpre. La barque de l'Irlandais se détacha de l'île et une clameur de détresse retentit. Le Morholt! Le Morholt! Mais, comme la barque grandissait, soudain, au sommet d'une vague, elle montra un chevalier qui se dressait à la proue. Chacun de ses poings tendait une épée brandie. C'était Tristan. Aussitôt, 20 barques volèrent à sa rencontre et les jeunes hommes se jetaient à la nage. Le preux s'élança sur la grève et, tandis que les mères à genoux baisaient ses chausses de fer, il cria aux compagnons du Morholt. Seigneur d'Irlande, le Morholt a bien combattu. Voyez, mon épée est toute ébréchée. Un fragment de la lame est resté enfoncé dans son crâne. Emportez ce morceau d'acier, seigneur. C'est là le tribut de la Cornouaille. Alors, il monta vers Tintagel. Sur son passage, les enfants délivrés agitaient à grands cris des branches vertes, et de riches courtines se tendaient aux fenêtres. Mais quand, parmi les chants d'allégresse, au bruit des cloches, des trompes et des buccines, si retentissants qu'on n'eût pas ouï Dieu tonner, Tristan parvint au château, il s'affaissa entre les bras du roi Marc, et le sang ruissela de ses blessures. À grand déconfort, les compagnons du Morholt abordèrent en Irlande. Naguère, quand ils rentraient au port de Weisenfort, le Morholt se réjouissait à revoir ces hommes assemblés qui l'acclamaient en foule, et la reine sa sœur et sa nièce, Iseute la blonde, aux cheveux d'or, dont la beauté brillait déjà comme l'aube qui se lève. Tendrement, elle lui faisait accueil, et, s'il avait reçu quelques blessures, elle le guérissait, car elle savait les baumes et les breuvages qui raniment les blessés déjà pareils à des morts. Mais de quoi leur serviraient maintenant les recettes magiques, les herbes cueillies à l'heure propice et les philtres? Le Morholt gisait là, mort, cousu dans un cuir de cerf, et le fragment de l'épée ennemie était encore enfoncé dans son crâne. Iseute la blonde l'en retira pour l'enfermer dans un coffret d'ivoire, précieux comme un reliquaire. Et, courbées sur le grand cadavre, la mère et la fille, redisant sans fin l'éloge du mort, et sans répit lançant la même imprécation contre le meurtrier, menaient à tour de rôle parmi les femmes le regret funèbre. De ce jour, Iseute la blonde apprit à haïr le nom de Tristan de Lounois. Mais, à Tintagel, Tristan languissait. Un sang venimeux découlait de ses blessures. Les médecins connurent que le Morholt avait enfoncé dans sa chair un épieu empoisonné. Et comme leur boisson et leur thériaque ne pouvaient le sauver, ils le remirent à la garde de Dieu. Une puanteur si odieuse s'exhalait de ses plaies que tous ses plus chers amis le fuyaient. Tous sauf le roi Marc, Gorvenal et Dinah de Lidan. Seul, il pouvait demeurer à son chevet, et leur amour surmontait leur horreur. Enfin, Tristan se fit porter dans une cabane construite à l'écart sur le rivage, et, couché devant les flots, il attendait la mort. Il songeait. Vous m'avez donc abandonné, roi Marc, moi qui ai sauvé l'honneur de votre terre. Non, je sais, bel oncle, que vous donneriez votre vie pour la mienne. Mais que pourrait contre le poison votre tendresse? Il me faut mourir. Il est doux, pourtant, de voir le soleil. Et mon cœur est hardi encore. Oh, je veux tenter la mer aventureuse. Je veux qu'elle m'emporte au loin, seule. Vers quelle terre, cela je ne le sais.
Mais là peut-être où je trouverai quelqu'un qui me guérisse. Et peut-être un jour, vous servirai-je encore, bel oncle, comme votre harpeur, et votre veneur, et votre bon vassal. Il supplia tant que le roi Marc consentit à son désir. Il le porta sur une barque sans rame ni voile, et Tristan voulut qu'on déposât seulement sa harpe près de lui. À quoi bon les voiles que ses bras n'auraient pu dresser? À quoi bon les rames? À quoi bon l'épée? Comme un marinier, au cours d'une longue traversée, lance par-dessus bord le cadavre d'un ancien compagnon, ainsi, de ses bras tremblants, Gorvenal poussa au large la barque où gisait son fils, et la mer l'emporta. 7 jours et 7 nuits, elle l'entraîna doucement. Parfois, Tristan harpait pour charmer sa détresse. Enfin, la mer, à son insu, l'approcha d'un rivage. Or, cette nuit-là, des pêcheurs avaient quitté le port pour jeter leurs filets au large et ramaient quand ils entendirent une mélodie douce, hardie et vive qui courait au ras des flots. Immobiles, leurs avirons suspendus sur la vague, ils écoutaient. Dans la première blancheur de l'aube, ils aperçurent la barque errante. Ainsi, Se disaient-ils, une musique surnaturelle enveloppait la nef de Saint-Brandan, quand elle voguait vers les îles Fortunées sur la mer aussi blanche que le lait. ils ramèrent pour atteindre la barque. Elle allait à la dérive et rien n'y semblait vivre que la voix de la harpe. Mais, à mesure qu'ils approchaient, la mélodie s'affaiblit et se tut. Et, quand ils accostèrent, les mains de Tristan étaient retombées inertes sur les cordes frémissantes. Ils le recueillirent et retournèrent vers le port pour remettre le blessé à leur dame compatissante qui saurait peut-être le guérir. Hélas, ce port était Weisefort, où gisait le mort Holt, et leur dame, Iseult la blonde. Elle seule, habile au philtre, pouvait sauver Tristan. Mais, seule parmi les femmes, elle voulait sa mort. Quand Tristan, ranimé par son art, se reconnut, il comprit que les flots l'avaient jeté sur une terre de grand péril. Mais, hardi encore à défendre sa vie, il sut trouver rapidement de belles paroles rusées. Il conta qu'il était un jongleur qui avait pris passage sur une nef marchande. Il naviguait vers l'Espagne pour y apprendre l'art de lire dans les étoiles. Des pirates avaient assailli la nef. Blessé, il s'était enfui sur cette barque. On le crut. Nul des compagnons du mort Holt ne reconnut le beau chevalier de l'île Saint-Sanson, si laidement le venin avait déformé ses traits. Mais quand, après 40 jours, Iseut aux cheveux d'or l'eut presque guéri, comme déjà, en ses membres assouplis, commençait à renaître la grâce et la force de la jeunesse, il comprit qu'il lui fallait fuir. Il s'échappa, et, après maint danger couru, un jour, il reparut devant le roi Marc.
tu